raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter l'histoire des chauffeurs de la Drôme au tout début du XXe siècle. Et il faut qu'on se mette d'accord sur ce que signifie le mot chauffeur. Dans cette affaire, le mot chauffeur ne désigne pas celui qui conduit. C'est pas une voiture, un taxi ou un camion. De toute façon, ça se passe en 1905, 6, 7, 8, 9. Il n'y a rien de tout ça. Non, les chauffeurs de la Drôme sont des gens qui chauffent les pieds de leurs victimes en les faisant rôtir dans la cheminée pour qu'ils disent où ils planquent leurs économies. Je débrieferai cette affaire avec Bernard Hautecloque, historien, qui évoque cette histoire dans son livre Brigands, paru en 1916, aux éditions de Boré. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Allez, venez. Je vous emmène dans la Drôme au tout début des années 1900. Je vous préviens, dans cette histoire, ça dépote. Bim, 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 bim. On a du mal à compter les cadavres. Accrochez-vous. Ça commence le 7 novembre 1905 à Livron-sur-Drôme. Hé, t'as vu le vieux Vaneille ce matin? Eh non. Et je comprends pas. Il a pas ouvert ses volets. Eh bien, viens. On va aller frapper chez lui. Vaneille! Vaneille, t'es là? Si t'es là, ouvre! Bon, il répond pas. Et tant pis, hein. On enfonce la porte de la cuisine, hein. Et il découvre une scène terrible. Le vieux Vaneille est là, accroupi devant la cheminée. Tout le côté droit de son visage est carbonisé. Et le côté gauche n'est qu'une plaie sanguinolente. On lui a fracassé la tête à coups de hache. Et on l'a laissé rôtir près de l'âtre. Mais qui a pu faire ça à ce vieux monsieur de 80 ans? Et pourquoi? Pour le voler? Eh ben oui. Toute sa petite maison est sans dessus-dessous. Et on a vidé les armoires et les tiroirs. Sauf que le vieux Vaneille ne roulait pas sur l'or, il était cheminot à la retraite. On lui a volé le peu qu'il avait, c'est-à-dire 7 francs 50. Tout ça pour 7 francs 50. Et maintenant... Au suivant. Au suivant. Moins d'1 an plus tard, à Bourg-de-Péage, toujours dans la Drôme, bis repetita. Dans la nuit du 22 au 23 septembre 1906, on s'en prend à la vieille Maria Juge, 75 ans. Une vieille fille, genre grenouille de bénitier. Elle habite près du château de Mondy. Et elle aussi, on lui a fracassé le crâne à la hache. Et elle aussi, on a retourné toute sa maison. Et elle aussi, on lui a pris tout son argent. Combien? Personne ne sait combien elle avait chez elle. Mais c'était pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Et elle avait des ennemis. C'était Madame Juge. Des ennemis, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 semaines, à peu près, elle avait vu un homme rôder autour de chez elle. Et que ça lui avait fait drôlement peur, hein, au point qu'elle était allée dormir quelques nuits juste à côté, au château. Au suivant. Au suivant. 3 mois plus tard, fin janvier 1907, à Alixan, toujours dans la Drôme, dans le quartier des Tuiles Rouges, on s'en prend au vieux monsieur Delahaye, qui vit seul. On le retrouve sur son lit, pieds et poings ligotés, avec un détail en plus qui n'est pas un détail, d'ailleurs. Il regarde donc ses pieds, ses mollets. Ils sont tout brûlés. Il a été torturé, cet homme. Sans doute pour qu'on dise où il avait caché ses économies. C'est bien possible. A priori, on lui a pris 40 francs d'économie, plus 4 francs 50 qu'il avait dans ses poches. Au suivant. Au suivant. 2 mois plus tard,
Le 15 mars 1907, en pleine nuit, à Saint-Latier, à la frontière entre la Drôme et l'Isère, on s'attaque à un couple de paysans, monsieur et madame Ray. On les assomme, on les ligote et on leur prend toutes leurs économies, c'est-à-dire 65 francs. Mais ces deux-là, on ne les tue pas. Du coup, on a enfin un témoignage. Combien est-ce qu'ils étaient, monsieur Ray? Ils étaient 3. Et vous pouvez me les décrire? Et pardi non. Ils avaient le visage noirci avec du cirage. Et dessus, ils avaient comme des masques. Des bouts de tissu, quoi. Ils étaient 3. Donc c'est une bande. J'ai envie de dire encore une. En ce début de XXe siècle en France, la criminalité a explosé. Au point d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau, vient de mettre en place des brigades mobiles de police, qu'on appelle déjà les brigades du Tigre. En attendant, ça continue. Au suivant. Au suivant. Le matin du 7 mai, à Braine, toujours dans la Drôme, on découvre le cadavre de monsieur Malbouret. Il est ligoté avec une corde. Il a reçu un énorme coup au visage. Et lui aussi, on lui a fait rôtir les pieds dans la cheminée. Ses pieds sont comme du charbon. Quant à ses économies, envolées. Et là, pour le coup, c'est une très bonne affaire. Le père Malbouret avait 900 francs planqués chez lui. Et ceux qui l'ont tué et volé ont fêté ça sur place. Et regarde-donc, ils se sont fait à manger. Et ils ont bu tous au même butin les soifards. À votre santé, messieurs. Vous ne perdez rien pour attendre. Jusqu'ici, aucun de ces crimes n'a été rapproché l'un de l'autre. Mais là, à force, les policiers font le lien. Et c'est la même équipe qui tue tous ces gens, avec la même technique. Ils entrent chez eux, ils leur brûlent les pieds dans la cheminée jusqu'à ce qu'ils disent où sont leurs économies, et ils les tuent à coups de hache. On a affaire à une sacrée bande, hein. Et la presse locale est vite au courant. Les journalistes du coin lui ont trouvé un petit nom à cette bande, les chauffeurs de la Drôme. Et pas parce qu'ils conduisent, mais parce qu'ils chauffent les pieds de leurs victimes. Et aussi parce qu'il y a environ un siècle, au début du XVIIIe, une bande du même genre a sévi en Normandie. On les appelait les chauffeurs d'orgères. On avait fini par les arrêter. La bande était constituée de 20 personnes. Ils ont tous été exécutés. Et voilà, 100 ans plus tard, c'est reparti. Au suivant. Au suivant. La victime suivante est un meunier nommé Girard. Il a un moulin situé à Saint-Bonnet-de-Chavagne. Le 24 mai 1907, il rentre du marché de Romans-sur-Isère, il prend d'abord le train, et puis après il prend la route pour rentrer chez lui, par de petits chemins. Il a une grosse somme d'argent sur lui, dans les 3000 francs. Quand on retrouve son cadavre, sa montre est arrêtée à 10 heures. Certainement l'heure du crime. C'est la première fois que les chauffeurs de la Drôme tombent sur autant d'argent. Si tu veux mon avis, avec tout ce qu'ils ont pris à ce pauvre homme, ils vont bien en profiter. On n'est pas prêt à les revoir. Effectivement, dans les mois qui suivent, aucune attaque. Mais une fois le magot dépensé, les voilà de retour à Bézeille, toujours dans la Drôme. Au suivant. Au suivant. Ils attaquent une petite ferme dans le hameau de Chambois. Là vit un frère et sa sœur, les Tortels.
D'après ce qu'on m'a dit, le vieux a 76 ans. Et il est toujours au lit. Alors on attend que la sœur sorte, et puis on attaque. La sœur qui s'appelle Julie sort de la maison pour aller au poulailler. Et bim, il lui tombe dessus et il la ramène à l'intérieur. Il est où ton frère? Il est dans la chambre, juste là-bas. Dans la chambre, il trouve une statue de la Vierge et bam, il frappe le frère avec. Il est où ton argent? Il est où? Mais j'ai pas d'argent. Tu te fiches de nous? Et là, ils attrapent une corde, ils la lui passent autour du cou, et ils se mettent à serrer. Il est où ton argent? Il est où? Le vieux Torten ne lâche toujours rien. Alors il serre un peu plus la corde, mais trop. Ils finissent par l'étrangler. Et maintenant il est mort, c'est malin. Mais eux, ils n'ont pas de cœur, ils s'en fichent royalement qu'il soit mort. Et puis il leur reste la vieille Julie. Elle finira par cracher le morceau. En attendant, à table, ils sortent une poêle, ils cassent des œufs et ils se font une bonne omelette. Hé, regarde donc s'il y a du vin par là. Ah, il y en a, bien sûr. Églou, 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 ils vident toutes les bouteilles. Et alors, la vieille? Où qu'il est ton argent? Tu vas nous le dire. Mais j'en ai pas d'argent. Mais ils finissent par trouver le magot. Une boîte à sel planquée sous le lit. Dedans, il y a 220 francs. Avant de partir, ils étranglent la vieille Julie. Ils traînent son cadavre juste à côté de celui de son frère. Et ils les arrosent d'essence. C'est pas courant en 1907 d'avoir de l'essence. Et puis ils craquent une allumette. Et ils mettent le feu aux deux corps. Ils ferment la porte derrière eux. Et ils s'en vont. Et naturellement, la ferme tout entière part en fumée. Tu crois que c'est les chauffeurs qui ont fait ça? Les chauffeurs, ils brûlent les pieds. Ils n'ont jamais mis le feu à une maison. Si tu veux mon avis, ces deux-là se sont suicidés. Et ils étaient vieux, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils ont pris le reste. Et puis c'est tout. Dans l'immédiat, on se contente de cette version. On de la raconte la suite de votre récit. Et ils enchaînent. Au suivant. Au suivant. À Alixan, ils décident d'attaquer un certain monsieur Dorier, un vieux négociant en vin qui vit seul avec sa fille. Sa maison est bourgeoise. Il doit avoir de l'argent. Bonjour. Vous êtes monsieur Dorier? Je le suis. Que puis-je faire pour vous? Vous vendez du bon vin, c'est ça? J'ai là un tonneau. Vous pourriez me le remplir? Dorier naïf les fait entrer chez lui. Et une fois dedans, bim! Ils assomment la fille et bim! Ils assomment le père. Ils leur appuient sur la poitrine jusqu'à les étouffer. Et après, ils cherchent l'argent. Sauf que la maison est grande. Ils vident les armoires, ils retournent les tiroirs, ils ne trouvent que 2 francs 50 et 2 montres en or. Je comprends pas. Ils doivent avoir de l'argent, les diables. Où il pourrait bien être leur argent, où il pourrait bien être. Ils en ont. Un joli magot de 1000 francs. Mais ils ne le trouvent pas. Qu'importe. Ils sont chez un marchand de vin. Ils vont pouvoir se rincer le gosier. Églou, 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 les voilà ronds comme des queues de pelle. Et ils s'en vont, clopin, clopin.
Les cadavres des Dorier, père et fille, ne sont découverts que le surlendemain. Et dans la salle à manger, les policiers trouvent quelque chose de bien intéressant. Ils ont oublié une veste. Et dans la poche de la veste, il y a un bon pour acheter des vivres. Et sur le bon est indiqué un nom. Romarin. Et ben voilà, ils ont enfin une piste. Il faut le trouver, ce Romarin. Et vite, d'autant que depuis quelque temps, ils ont une sacrée pression. Le ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau, exige des résultats. La brigade mobile de Valence est priée de les arrêter. Et vite. À Valence, c'est l'inspecteur Élie Goldberg qui est à la manœuvre. Et il va pas falloir mollir, parce que c'est reparti. Au suivant. Au suivant. Deux nouveaux cambriolages suivis de meurtres ont lieu dans le secteur de Tournon. Et deux hommes sont arrêtés. Monsieur le juge, j'ai un fait, une bonne nouvelle. Nous avons mis la main sur deux hommes. Alors le premier s'appelle Berruyer Louis. Et le second, Lyotard Urbain Célestin. Il se pourrait que ce soit les chauffeurs de la drogue. Figurez-vous qu'on a trouvé chez Lyotard pas mal d'objets qui ont disparu dans les cambriolages précédents. Notamment une montre qui a été volée chez les Dorier. Et chez le second, Berruyer, c'est ça vous dites? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Non, pas encore. Mais si vous me donnez un mandat, on va pouvoir fouiller sa maison de fond en comble. Êtes-vous vraiment sûr que ces deux-là sont à coquiner? Nous en sommes vraiment certains, monsieur le juge. Nos hommes sont à leur basque, ils passent toute leur soirée ensemble à s'arsouiller dans les cafés de romans. Et par ailleurs, Urbain Célestin Lyotard a déjà été arrêté pour tentative d'assassinat. Et il a été condamné. Et il a purgé sa peine de prison. Quant à Berruyer, il était à Saint-Latier quand les épourés ont été attaqués. Ah, ça pour le juge, hein. Je l'ai vu. Il disait qu'il était paysan. Et le même Berruyer était aussi dans le canton de Brenne au moment de l'assassinat du père Malbouré. Et Lyotard rôdait à Bourg-de-Péage quand Maria Juge y a été tuée. Dites-moi, inspecteur Goldberg, n'avions-nous pas un témoin qui disait qu'ils étaient trois? Effectivement, monsieur le juge. Monsieur et madame Ray, qui sont à ce jour les seuls survivants, ont parlé de trois hommes. Mais nous pensons qu'ils étaient sans doute quatre. Nous avons identifié deux de leurs amis, avec lesquels ils sont cul et chemise. Le premier s'appelle Octave Louis David, et il a déjà été condamné pour des vols à Paris, où il a fait de la prison. Il vit maintenant à Tournon, où les gens l'appellent le Parigot. Tournon, où il a aussi été convaincu de vol. Vous en souvenez peut-être, monsieur le juge. C'est vous qui avez mené l'enquête. Octave Louis David, vous dites? Effectivement, ça me dit quelque chose. Et le second, alors? Le second, monsieur le juge, s'appelle Jean Lamarque. Il est de Bordeaux. Nous sommes convaincus que lui aussi fait partie de la bande des chauffeurs. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à mettre la main sur lui, ni d'ailleurs sur son ami Octave Louis David. En cette fin de mois de juillet 1908, seuls Berruyer et Lyotard dorment derrière les barreaux. Mais un jour, Octave Louis David fait une grosse erreur. Il écrit à Berruyer en prison. Et la lettre a été postée à Lyon. Lyon où il est très vite repéré. Mais il parvient à s'échapper. Cela dit, monsieur le juge, nous avons des indications selon lesquelles il serait en train de faire des vendanges à Saint-Jean-des-Vignes. C'est au nord de Lyon. Alors comptez sur nous, monsieur le juge. Nous allons le trouver. Et nous allons vous le ramener. Je vous le promets. L'inspecteur Goldberg décide de lui tendre une embuscade. Bon, tu viendras avec moi, hein? On va se déguiser en paysan pour l'approcher. Et ça marche.
Louis-Octave David est arrêté. Beau joueur. Et que voulez-vous? On a joué, on a perdu, hein. C'est comme ça. Et sa femme aussi est arrêtée. Elle aussi serait dans le coup. Une chauffeuse avec des chauffeurs. Dans la cour de promenade de la prison, David retrouve ses deux comparses, Lyotard et Berruyer. Eux, pour l'instant, ils n'ont reconnu qu'un seul vol. Et l'inspecteur Goldberg compte sur David pour en avouer d'autres. Car il a en main une carte maîtresse, sa femme, quitte à mentir un peu. Nous pensons, monsieur David, que vous êtes impliqué dans le vol commis chez monsieur et madame Ray. Et dans le meurtre du meunier. Mais c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. En êtes-vous certain, David? Parce que d'après vos amis Lyotard et Berruyer, votre femme était dans le coup elle aussi. Ils sont formels. Ils bluffent, bien sûr. Lyotard et Berruyer ne lui ont rien dit de tout ça. Mais il sait que David est très attaché à sa femme. Bien joué, inspecteur. Ils vous ont dit ça? Oh les lâches. Oh les salauds. Si vous sortez ma femme de cette affaire, je vous raconte tout. Et Louis-Octave David se met à tout déballer. Comment lui, Berruyer et Lyotard ont repéré leurs victimes et échafaudé leurs plans pour les attaquer. Et il avoue chacun des vols et chacun des meurtres commis par la bande. Et reconnaissez-vous, monsieur David, que vous leur brûliez les pieds et les jambes pour leur faire avouer où ils avaient leurs économies? Oui, je l'avoue. Et vous confirmez que Berruyer et Lyotard étaient présents à chaque fois? Oui, mais pas que. Ah, il y en avait d'autres avec vous? Oui. Il y avait Lamarque, Jean Lamarque. Lui aussi, il était dans la bande. Et puis il y avait Romarin. Lui aussi, il y était, Romarin. On s'en doutait, monsieur. Sa veste a été retrouvée chez les Dorier. Dites-moi, où est-il, ce Romarin? Un Romarin, ça fait des mois que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas où il est. Eh ben voilà, elle avance, cette enquête. D'autant que dans la foulée, Berruyer et Lyotard, confondus par les déclarations de leur copain David, passent aux aveux à leur tour. Et comme promis, la femme de David est libérée. Pour boucler le dossier, il faudrait maintenant coffrer Lamarque et le fameux Romarin. Au bout de quelques semaines, Louis-Octave David finit par lâcher une info. Bon, d'abord Romarin, c'est son prénom. Son nom, c'est Finet. Romarin Finet. Mais vous le trouverez pas, il est mort. C'est Berruyer et Lyotard qui me l'ont dit. Et mort de quoi? Demandez-leur. Mais moi, je crois bien que c'est eux qui l'ont tué. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où se trouve son cadavre? Ça se pourrait bien. Le cadavre de Romarin Finet est retrouvé au fond d'un puits, à 60 mètres de profondeur. Et il a bien été victime d'un règlement de compte interne à la bande. Mais a priori, il n'avait qu'un rôle très secondaire dans les crimes. C'était un guetteur, rien de plus. Et s'ils l'ont tué, ce n'est pas pour le faire taire. C'est, semble-t-il, pour une histoire de femme, par jalousie. Le juge organise une reconstitution pour chacun des crimes, sur place, là où ils ont été commis. Berruyer, s'il vous plaît, refaites donc les gestes que vous avez commis ce jour-là. Ah mais, je voudrais bien, monsieur le juge, mais
Mais ce crime-là, j'étais pas là. Celui d'avant, oui. Celui d'après aussi. Mais pas cette fois-là. Il apparaît en effet que tous n'étaient pas présents à chacun des crimes. À part ça, il y en a un qui manque toujours à l'appel. C'est le jeune Jean Lamarque, qui lui, pour le coup, n'aurait pas eu un rôle secondaire. C'est lui. C'est lui qui nous a donné l'idée de la chauffe, pour faire avouer aux gens où ils avaient leur argent. Il avait entendu parler des chauffeurs d'orgères en Normandie. Il nous a dit qu'ils faisaient rôtir les pieds de leurs victimes pour les faire avouer où ils cachaient leur argent. Et qu'on ferait bien de faire pareil. Sacré vicelard que ce Lamarque. Dommage qu'on n'ait pas mis la main sur lui. Il sera jugé par contumace. Le procès des chauffeurs de la Drôme s'ouvre le 2 juillet 1909 devant le tribunal de Valence. Des journalistes ont fait le déplacement de toute la France pour suivre les audiences. Dans le box, ils sont 3. Lyotard, Berruyer et David. Plus un 4e qui s'est glissé dans le dossier au dernier moment. Un certain Louis-Lucien Brenier, qui aurait participé au cambriolage chez les Doriers. Mais rien de plus. On commence par lire l'acte d'accusation. Une tannée. Le document fait plus de 100 pages. 100 pages pour raconter un à un les 17 meurtres commis par la bande. Sa lecture prend plus d'1 heure et demie. Le président annonce en préambule: cette affaire est le triomphe d'une nouvelle institution. Les brigades mobiles de la police. La salle est pleine à craquer. Dans le public, les gens sont venus comme au spectacle. Ils ne vont pas être déçus, car les accusés savent bien le sort qui les attend. La guillotine. Alors tant qu'à faire, ils s'amusent. Ils racontent chaque crime en détail, jusqu'à faire rire les gens dans la salle. Et aux interruptions de séance, Louis-Octave David signe même des autographes. Le président est stupéfait. Il ne manifeste aucun remords. Nous attendions, au souvenir de tant d'horreurs, un geste de remords, messieurs. Une parole, un regret. Est-ce possible que vous n'ayez pas eu un frisson de pitié ? Absolument pas. Non. Moi, je regrette rien. Le procès dure 8 jours, ce qui pour l'époque est beaucoup. Et à la fin, l'avocat général fait un réquisitoire sans surprise. Un long réquisitoire qui dure toute une journée et qui se conclut ainsi. Pour Berruyer, Lyotard et David, je vous demande la peine capitale. Le délibéré dure 2h45 et le verdict tombe. Les 3 chauffeurs de la Drôme, plus Lamarque qui est en cavale, sont condamnés à mort. Seul Brenier, qui a eu un rôle très secondaire, est acquitté. Naturellement, les 3 font appel à la mansuétude du président de la République, Armand Fallières. Il a la réputation d'être opposé à la peine de mort et d'avoir la grâce facile. Mais cette fois-là, il ne moufte pas. Et donc, le 22 septembre 1909, Berruyer, David et Lyotard passent tour à tour sous la lame de la guillotine. Il ne faut que 6 petites minutes pour les décapiter tous les 3. Jean Lamarque est finalement arrêté en avril 1910 à Nîmes. Il est rejugé devant le tribunal de Valence et il est condamné lui aussi à la peine capitale. Mais lui bénéficie de la mansuétude du président Fallières. Il commue sa peine en travaux forcés à perpétuité. Il les purge au bagne de Cayenne, où il est mort. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire des chauffeurs de la Drôme, 5 hommes
qui au début du XXe siècle ont tué 17 personnes au total, après les avoir souvent torturés avec du feu pour qu'ils avouent où se cachaient leurs économies. 3 d'entre eux ont été condamnés à mort, le 4e à la perpétuité et le dernier est décédé avant son procès. Et je débriefe cette histoire avec l'historien Bernard Hautecloque, dont je signale la sortie du dernier livre, La crise de février 34, le maintien de l'ordre dans les années 30, aux éditions du Félin. Commençons, Bernard Hautecloque, par cette appellation de chauffeur. Elle est amusante. Mais en vérité, on le voit bien dans mon récit, toutes les victimes n'ont pas été torturées par le feu. Non, mais c'est une torture qui impressionnait particulièrement les imaginations. Alors, le surnom leur est resté. D'autant que, vous l'avez évoqué aussi, c'est un nom commun. Il y avait déjà eu un siècle plus tôt à Orgères et également en Picardie, dans le Santerre, des bandes de brigands, beaucoup plus nombreux et organisés que les chauffeurs de la Drôme, mais qui eux aussi avaient recours à cette torture pour faire avouer à leurs victimes où elles cachaient leurs économies. Et qu'on appelait déjà des chauffeurs. Absolument, oui. Les journalistes de 1907 n'ont eu qu'à reprendre une appellation vieille d'un siècle. D'autant que, quelques années de 1905 à 1906, une autre bande un peu semblable aux chauffeurs de la Drôme, qu'on a appelée la bande Paulet, avait sévi dans le Pas-de-Calais, dans le Nord et même en Belgique flamande. Et c'est très curieux, ils ont été arrêtés en mai 1906, c'est-à-dire au moment même où la bande des chauffeurs de la Drôme commençait leurs activités, un peu comme un passage de relais. C'est une histoire que j'ai déjà racontée et qu'on trouvera par là en podcast. À part ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du homejacking. Exactement. Avec torture et vous l'avez évoqué, ils avaient laissé survivre les époux-raies. Alors, plus par négligence que par humanité, mais après, ça leur a fait tellement peur qu'ils ont pris la résolution de ne plus laisser de survivants derrière eux. D'où leur nombre de victimes. Alors, qui sont ces hommes ? Est-ce que ce sont des brutes épaisses ? Oui. Oui, je crois qu'on peut le dire, hein, franchement. Ils ont des profils un petit peu semblables. Presque tous étaient des repris de justice, et presque tous avaient... Alors, ils n'avaient pas vraiment de métier, ils subsistaient comme ils pouvaient, et en fait, ce qui est curieux, c'est que cette bande s'est cristallisée autour d'Urbain Liotard. Urbain Liotard c'était le plus âgé de la bande déjà, il était né en 1800, il avait déjà la quarantaine, et il avait un appartement, un logement à Romans, qui d'ailleurs l'immeuble existe toujours, rue de la Pêcherie, et qui avait un double accès sur la côte de Croton. Et c'est autour d'Urbain Liotard, de sa maîtresse et de l'appartement que s'est cristallisée la bande, que se sont organisées leurs activités délinquantes. Un double accès pour entrer par un côté et sortir de l'autre, c'est ça ? Exactement. En cas de descente de police, ça peut avoir... Et d'ailleurs, ça leur a permis de rester en cavale une semaine de plus. Alors, il y a un truc qui est assez marquant, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont volé assez d'argent, ils font bombance sur place. Ils font une omelette, ils picolent. Oui. Exactement. C'est original parce que la plupart du temps, les délinquants ne s'attardent pas sur le lieu du crime. Eux, c'est exactement le contraire. Un petit peu comme pour défier leur peur d'être pris, ils font bombance. Je crois qu'une fois, ils sont même restés toute la nuit. Ils ne sont repartis qu'à l'aube. Ça prouve qu'ils sont bas de plafond quand même. Oui, ça, effectivement, mais enfin, ils ont quand même une intelligence instinctive. Ils avaient compris que ce qui les protégeait, c'était que la gendarmerie de l'époque n'était pas outillée pour la police judiciaire. Donc, ils avaient compris qu'à condition de commettre leur crime avec un certain intervalle de temps et tantôt dans le nord du département, tantôt dans le sud, tantôt dans l'est, tantôt dans l'ouest, ça leur permettrait d'échapper aux recherches. Et effectivement, ils sont bien restés 2 ans sans se faire prendre. Alors Bernard Hautecloque, cette affaire se déroule dans le contexte de la création par Georges Clemenceau
de ce qu'on a appelé les brigades mobiles. Exactement. Quel est le contexte de cette création? Qu'est-ce qu'elles apportent? Qu'est-ce qu'elles changent? Alors, il faut savoir que, vous l'avez dit d'ailleurs, les années 1900 ont vécu une véritable explosion de la criminalité, en particulier dans les zones rurales. Et en particulier dans les villes de province. Pas tant à Paris où la préfecture de police était assez efficace, mais dans le reste de la France. Or, c'était également des années où il y avait, les tensions sociales étaient très fortes et les grèves plus ou moins insurrectionnelles nombreuses, ce qui fait que la bonne partie de l'armée et de la gendarmerie étaient mobilisés pour contrôler ces grèves. Les délinquants en profitaient. Et Clémenceau, qui était justement ministre de l'Intérieur, on parle de 1906-1909, avec l'aide d'un grand policier, Jules Sébille, a décidé de créer une nouvelle structure. Alors d'abord, il a appelé ça les sections de recherche dans les départements, dans les années 1907, qui ont donné les brigades mobiles par le décret du 30 décembre 1907, c'est-à-dire quelques mois avant l'arrestation des chauffeurs de la Drôme. C'est de la police judiciaire, quoi. Pas seulement, essentiellement police judiciaire, mais également contre-espionnage. Le premier succès de ces brigades mobiles, qui n'étaient d'ailleurs même pas encore officiellement créées, ça a été l'arrestation du traître Benjamin Hulmeau. D'accord. Qu'est-ce qu'elles changent, ces brigades, sur le terrain? Quelle méthode est-ce qu'elles appliquent qu'on n'appliquait pas jusque-là? Alors, d'abord, elles sont mobiles, comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas prisonnières d'un canton, comme l'étaient les brigades de gendarmerie, mais peuvent se déplacer dans toute une région, voire théoriquement dans toute la France. Ensuite, elles ont un équipement scientifique moderne, qui contraste avantageusement avec les méthodes passablement archaïques des polices de ville et de la gendarmerie de l'époque. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. De quoi parlez-vous, là, l'équipement scientifique? Par exemple, les empreintes digitales qui, justement, à l'époque, commençaient à être acceptées devant les tribunaux, toutes les sciences criminalistiques. On fait également l'identité judiciaire, qui en était assez balbutiement. Ils appliquent toutes ces méthodes, et c'est ce qui leur a permis de beaux succès. J'ajouterais qu'ils avaient également un avantage, c'est d'être soutenus par deux grands patrons, Clémenceau, et également Jules Sébille, un très grand policier. S'il n'y avait pas eu Jules Sébille, son énergie et son efficacité, sans doute les brigades mobiles n'auraient pas eu le succès qu'elles ont eu. Alors comment deviennent-elles les brigades du Tigre? Uniquement par la série télé? Oui, la série télé date des années 1970. Alors c'est ça qui a fixé le nom pour la postérité. Clémenceau. C'est cela. C'est cela, c'était une très bonne série, soit dit en passant. Alors, est-ce que le titre, le nom leur avait été affublé un peu plus tôt? C'est possible. C'est possible. Mais c'est pas Clémenceau était déjà appelé le Tigre à cette époque, par son caractère redoutable. Et sa moustache. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que les chauffeurs de la Drôme aient fait beaucoup plus de victimes que 17? Écoutez, on peut imaginer beaucoup de choses parce que, vous l'avez dit, le procès a été très long et l'instruction a été extrêmement compliquée. Moi, quand je suis allé aux archives judiciaires, ça remonte déjà à presque 10 ans, moi, le volume de la paperasse m'a fait reculer. Il y avait tellement d'agressions que le procureur l'a dit expressément. Il y a des agressions, même des meurtres dont on les soupçonne, mais que nous n'avons pas été capables de prouver. Donc oui, c'est parfaitement possible que le procès n'ait révélé qu'une partie émergée de l'iceberg. Merci beaucoup Bernard Hautecloque, c'était toujours c'est moi qui vous remercie. Passionnant de parler avec vous et de profiter de votre connaissance de l'histoire de la police à cette époque. Je rappelle votre dernier livre, La crise de février 34, le maintien de l'ordre dans les années 30, paru aux éditions du Félin. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.